Revenons maintenant en France, même si la dimension européenne va rester prégnante pendant cette table ronde. Et un premier constat, c'est que parmi les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, pays inventeur du vaccin, est le seul à ne pas avoir trouvé un vaccin contre la Covid-19. Alors, est-ce le signe d'un déclin irréversible de la recherche médicale française? Est-ce un accident de parcours lié à tout processus de recherche? Dans tous les cas, cette situation révèle des dysfonctionnements. Corrélé à cela, à l'état de la recherche, s'impose celui de l'industrialisation. Le problème soulevé partout dans le monde par la production des vaccins contre le coronavirus étaye le sujet. Alors quand on sait que jusqu'en 2008, la France était le pays leader européen en termes de production de médicaments, qu'en est-il aujourd'hui? Peut-on parler d'un processus de décrochage, de désagrégation, de déclassement, comme la presse et certains économistes s'en font l'écho? Bref, la France est-elle toujours un pays qui compte sur le plan de la recherche et de l'industrie pharmaceutique? Pour répondre à ces questions, nos intervenants aujourd'hui, que je remercie de leur présence d'ores et déjà, Monsieur Jacques Biot. Vous êtes ancien président de l'école polytechnique, administrateur de société et senior advisor dans le domaine de l'intelligence artificielle, des télécoms, de la santé et de l'énergie. Philippe Archinard, vous êtes directeur général délégué de l'Institut Mérieux au sein de l'innovation technologique et des partenariats scientifiques. Sébastien Michel, à ma gauche, vous êtes directeur des affaires publiques, de l'accès au marché et de la communication externe chez Viatris. Monsieur Paul-Alain Dollinger, vous êtes directeur général délégué de Sanofi Pasteur SA. Et enfin, monsieur Franck Mouton, vous êtes président de France Biotech. Merci à tous d'être là. Je commence par vous, monsieur Jacques Biot. Vous vous êtes vu confier, avant la crise sanitaire, une mission sur les pénuries et ruptures de stock des médicaments en France. Vous avez remis à ce titre un rapport en 2020 au gouvernement, rendu public en juin. Et finalement, c'est un sujet qui n'a jamais été autant d'actualité, tant la crise a rendu concret le scénario catastrophe d'une possible pénurie de médicaments courants. Ça remet sur la table la question sensible de la dépendance de la France dans son approvisionnement en médicaments et en vaccins. Et finalement, est-ce que ce sujet précisément est une illustration ou un symptôme de l'état de notre recherche et industrie pharmaceutique en France? Alors je dirais que le fait qu'on m'ait confié cette mission avant la pandémie montre que c'est un sujet qui était identifié par nos gouvernants, donc il faut rendre hommage au Premier ministre de l'époque qui m'avait confié cette mission. Et c'est un sujet, en ce qui concerne les pénuries, qui n'est pas nouveau, puisqu'on a vu croître les pénuries, à la fois parce que le thermomètre est devenu plus sensible, mais aussi parce qu'il y a une réalité liée au fait que c'est une situation qui se présente de plus en plus souvent. Alors, pour revenir à la question, un pays qui compte, qu'est-ce que c'est? Bon, d'abord, c'est un pays qui se place toujours dans le multilatéralisme. Le fait qu'on se pose la question tous ensemble, est-ce que la France compte encore? Ça veut dire qu'on regarde à l'extérieur, parce qu'au fond, des pays qui sont complètement fermés ne se posent pas cette question-là. Je pense que c'est important de rappeler que l'autarcie, si on est en autarcie, la question de savoir si on compte n'a plus d'importance. Un pays qui compte, c'est un pays qui a plusieurs atouts. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'incantation, et c'est ce que mettait en lumière notre rapport. C'est qu'il ne faut pas juste s'agiter sur sa chaise en disant rapatrier, rapatrier, rapatrier les productions. En fait, un pays qui compte dans le domaine de la santé, qui est un domaine qui est d'abord fondé sur la science, très hautement régulé et financé largement par les pouvoirs publics, c'est un pays dans lequel, effectivement, on a investi sur l'ensemble de ses axes. C'est-à-dire c'est un pays qui, d'abord, soutient ses chercheurs. Alors, on reviendra, je pense, au cours du débat, parce que je pense qu'il y a encore tout à fait une capacité pour la France à avoir une recherche médicale très puissante et qu'il faut aller dans ce sens-là. La France a fait d'énormes efforts en matière de renouvellement de ses universités. Paris-Saclay est devenue 14e université. Alors, c'est notamment parce qu'ils sont très forts en maths, mais je pense que on a encore une recherche qui compte. La deuxième chose très importante, c'est effectivement d'avoir un enseignement supérieur qui fonctionne bien. C'est-à-dire que pour avoir une industrie qui compte, il faut avoir des cadres qui soient au meilleur niveau, des élites. Bon, je pense que la France a encore les élites, notamment dans le domaine de la santé, avec un système hospitalo qu'on a pu entendre ce matin et avec des leaders qui sont vraiment des leaders cliniciens. Donc ça, on a, la recherche, on en reparlera, l'enseignement supérieur, on a.
Après, on est un pays très régulé, on est dans une industrie très régulée, que je compare souvent à l'aéronautique ou aux télécoms, qui sont des industries régulées, et dans lesquelles, quand vous regardez les choses, au fond, les pays qui comptent, c'est les pays dans lesquels l'administration est forte et dans lesquels l'administration travaille en confiance avec ses industriels. S'il y a une industrie pharmaceutique et biotechnologique très forte aux États-Unis, c'est que la FDA réfléchit. Elle n'est pas juste dans l'application de règles, mais typiquement, je m'occupe beaucoup, vous l'avez dit, d'intelligence artificielle en santé. 2019, la FDA a publié son rapport pour dire comment est-ce qu'on va introduire l'intelligence artificielle en santé. 2020, ils ont dit comment ils allaient faire. Et on a déjà aujourd'hui 125 algorithmes qui sont approuvés par la FDA. Bon. Donc, une agence réglementaire qui est visionnaire et qui travaille en lien avec les industriels. Ça, c'est très important. Et puis, quatrième chose très importante, c'est une opinion qui aime son industrie. Et je pense qu'on est en France dans une situation où, pour de multiples raisons, parce que c'est pas très bien de gagner de l'argent, parce que le profit est toujours suspect, peut-être pour d'autres raisons aussi, sur lesquelles on pourra revenir, mais il y a eu une espèce de désaffection de l'opinion et donc du politique et des médias vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, qui fait qu'il n'y a pas cette espèce d'étincelle par laquelle on reconnaît, et qui fait que beaucoup de nos gens très brillants se sont expatriés. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement avec Stéphane Bancel, qui est français, mais qui est parti développer son vaccin Moderna ailleurs qu'en France. Alors une fois encore, tout ça est réversible. Moi, je pense que la pandémie peut être une façon de renverser les choses. Il faut être attentif au fait que on ne revient pas au vieux démon français, c'est-à-dire au vieux démon qui consiste à dire il faudrait par exemple annuler les brevets. Bon, je veux dire, le problème de la pénurie de vaccins dans la rue, c'est pas un problème de brevets. C'est pas parce qu'il y a des brevets qu'il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin parce que les capacités industrielles tardent à monter en ligne dans un monde qui est très réglementé une fois encore et pour de bonnes raisons. L'opinion n'accepte pas quand il y a des scandales sanitaires. Donc la réglementation est nécessaire et on va voir d'ailleurs, je pense que le représentant de Sanofi pourra l'expliquer très largement, que Sanofi contribue très largement à cette montée en puissance. Il vaut mieux confier des contrats à Sanofi que d'annuler les brevets de Pfizer parce que sinon, à la prochaine pandémie, il n'y aura personne qui viendra avec des innovations. Donc voilà, donc un pays qui compte, c'est un pays qui a une recherche, des cadres très bien éduqués, un régulateur avisé et une opinion qui aime son industrie. Merci pour cette première photographie globale de tous les points que l'on va aborder ensemble au cours de cette table ronde. Vous vouliez prendre la parole, Monsieur Archinard ? Oui, peut-être aux 4 points qu'a évoqué Jacques, je rajouterai un 5e, c'est l'industrie des PME et les biotech, parce que l'innovation vient quand même de ce tissu-là, et les États-Unis, évidemment, font pas exception à la règle. Et dans les métiers de la bioproduction, de développement des bioproduits, force est de constater qu'en France et en Europe, on a une pénurie capitalistique qui fait qu'effectivement, les sociétés qui développent, on a des bons chercheurs, on fait les premières années de recherche correctement, mais très vite, parce que le financement de cette industrie n'est pas aussi intensif qu'il ne l'est aux États-Unis, on vend les produits ou on les licencie principalement aux États-Unis, et l'industrialisation ne se fait plus sur le territoire. Or, si les premiers lots cliniques ne sont pas produits en France ou en Europe, etc., il est clair que la production commerciale ne se fera pas aussi sur le territoire. Donc je pense qu'il y a ce maillon important qui est très très performant dans l'écosystème américain. Alors un pays qui compte, c'est également un pays qui est capable de faire face à une crise sanitaire telle que nous la vivons. Et puis, en l'occurrence, Sébastien Michel, je m'adresse à vous, puisque Viatris est présent sur le marché des médicaments matures et des génériques, et vous avez dû faire face à une demande exponentielle en certains médicaments utilisés en réanimation. Alors comment vous avez réussi justement à répondre à cette demande et quelles leçons vous en tirez ? Alors effectivement, le groupe Viatris, qui est un jeune acteur de santé qui est issu du rapprochement entre les laboratoires Mylan et Upjohn, on a été en première ligne, notamment pendant la première vague et dès la fin du mois de mars et avril 2020, puisque on est l'un des principaux acteurs sur le marché des médicaments de réanimation, vous venez de le dire, et notamment sur une molécule, le midazolam, on a vu une demande littéralement exploser, puisque alors que le besoin pour les patients français en temps normal est de 160 000 ampoules par mois,
Là, on est passé à un besoin de plus d'1 million d'ampoules par mois. Donc rendez-vous compte le défi que ça représente en termes d'approvisionnement. Et donc face à cela, en réalité, il a fallu se retrousser les manches, faire preuve d'engagement. C'est la première chose. On a pu compter sur l'ensemble de nos collaborateurs, de nos partenaires. Et puis, c'était une course contre la montre. Donc en réalité, il fallait faire une chose, c'était gagner du temps. Gagner du temps et trouver les bonnes formes de collaboration. Alors gagner du temps, c'est quoi? C'est travailler avec les partenaires, voir comment on peut accélérer le processus de production. Et en l'occurrence, ce qu'on a imaginé à l'époque, c'est de sauter une étape de conditionnement pour pouvoir livrer les établissements hospitaliers, notamment sur les clusters les plus touchés, en Île-de-France, dans l'Est de la France, dans les Hauts-de-France. Et donc, on a pu imaginer cette solution-là. Immédiatement, on a pu la discuter avec la NSM, puisqu'on le disait. Je crois qu'à aucun moment, il est question de sacrifier à la qualité, pour voir justement si ça pouvait coller. Et puis, derrière, il a fallu approvisionner les établissements hospitaliers. Et tout ce que je viens d'évoquer, qui en temps normal prend des semaines et des semaines, ça s'est fait en 6 jours. En 6 jours. Et donc, ça a été assez extraordinaire en réalité, parce que grâce à la mobilisation de tous ces acteurs, de cette chaîne d'acteurs-là, on a pu livrer plus de 200 000 ampoules, et on a pu faire face à cette période critique pendant le week-end de Pâques, où des patients avaient littéralement besoin de ces traitements pour pouvoir faire face à cette terrible maladie. Et finalement, les leçons que je retiens, c'est quoi? Je rebondis sur ce que vient de dire très justement Jacques Biot. D'abord, c'est qu'on a eu un dialogue avec les autorités de santé, et notamment la NSM, où on s'est mis autour de la table, non pas pour réguler, pour contrôler, mais pour trouver des solutions concrètes. Et quelque part, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu réussir. Le deuxième élément, et là encore je reprends les propos que vous évoquiez, c'est la confiance. Parce que du coup, on crée un cercle vertueux où on met de la confiance entre les établissements hospitaliers, entre les autorités de santé et entre les entreprises. Et donc derrière, la grande leçon au final, c'est qu'il ne faut pas que ça reste lettre morte. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette crise-là, et qu'il faut pouvoir capitaliser sur ces petits succès. Et puis au final, vous parliez aussi du lien du pays avec son industrie de santé. Je crois que ça redonne aussi du sens à la mission qui est la nôtre. Et on l'oublie parfois, mais finalement, en tant que laboratoire pharmaceutique, notre mission, c'est quoi? C'est de permettre à des patients d'avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin. Et je crois que cet épisode-là, que nous traversons encore, ça n'est pas fini, je crois que ça le prouve chaque jour, et on l'a ressenti aussi dans les équipes, chez nos collaborateurs, avec cette idée permanente de se dire attention, ce qu'on fait est important, il y a des vies en jeu derrière, et je crois que quelque part, ça peut aussi renouer ce fil de confiance qui a été pour le moins distendu ces dernières années entre l'industrie française de la santé et autres, et l'opinion publique. Merci pour ce premier exemple qui montre que la France a su justement mobiliser les équipes, les industries et faire preuve d'agilité pour répondre à une demande en urgence. Paul-Alain Dollinger, je vais vous passer la parole et passer peut-être tout de suite un petit peu à la question qui fâche. Pourquoi Sanofi et la France en général n'ont pas été au rendez-vous de la vaccination contre la Covid-19 ? Et qu'est-ce que cela traduit? Quelles sont les failles mises en évidence? Quelles décisions structurelles ou en termes d'investissement doivent être aujourd'hui prises pour être de nouveau un acteur compétitif? Alors, merci pour la question. Je souhaiterais d'abord rebondir sur quelque chose qu'a dit M. Dio, vu qu'on est dans le sujet de cette table ronde, à la fois sur le côté recherche et sur le côté industrialisation. C'est que Sanofi a tout de suite dit dès l'année dernière que, en tant que groupe, on ferait tout ce qui serait en notre possible pour apporter des solutions. On a testé des solutions thérapeutiques qui n'ont pas fonctionné. On a commencé nos développements de vaccins, et je corrigerai un peu, je rajouterai un mot à ce qu'a dit M. Boniface. Sanofi et la France n'ont pas de vaccin. Non, Sanofi et la France n'ont pas encore leur vaccin, mais nous allons avoir nos résultats de phase 2 d'ici 15 jours, 3 semaines, et nous sommes confiants que d'ici la fin de l'année, nous aurons un vaccin. Mais sur le thème de l'industrialisation, je crois que déjà la qualité de l'outil industriel, la compétence des équipes est reconnue par nos pairs. Nous allons
produire, où nous mettons en capacité de pouvoir produire dans les mois qui viennent et d'ici la fin de l'année, jusqu'à 400 à 500 millions de doses de vaccins pour nos concurrents. Un site en France, Marcy-l'Étoile, juste au nord de Lyon pour Johnson & Johnson, un site en Allemagne pour BioNTech et un site aux États-Unis pour Moderna. Donc je crois déjà sur la question de l'industrialisation et des compétences et de la qualité de l'outil et de nos équipes, nous sommes au rendez-vous. Sur la question de la recherche, je voudrais dire deux, trois mots. Sur la plateforme ARN messager, quand nous faisons notre choix en début d'année dernière, et un choix rationnel de partir sur la plateforme recombinante, l'ARN messager a été testé sur moins de 2000 patients dans le monde, en phase 1, en phase 2, jamais en phase 3. Donc il n'y avait pas de données d'efficacité. On connaissait, ou en tout cas il y avait des questionnements sur la tolérance, évidemment des questionnements sur la thermostabilité. Et donc on décide de lancer un programme ARN, mais on se dit qu'en parallèle, le programme à prioriser est le programme qui s'adosse à des technologies déjà utilisées, reconnues, adossées à des capacités industrielles, qui est la technologie recombinante adjuvée avec notre partenaire GSK, qui encore une fois sera sûrement disponible d'ici la fin de l'année. Sur ce point, je voudrais juste finir en rappelant que pour développer un vaccin ou un médicament, mais dans le cas des vaccins, il faut choisir l'antigène, il faut choisir la plateforme sur laquelle on va produire l'antigène, il faut choisir la forme galénique. Est-ce que ça va être un vaccin lyophilisé, à reconstituer, un vaccin liquide? Quelle thermostabilité il va avoir en fonction de ses choix? Et quel outil industriel on va utiliser? On sait d'ores et déjà que toutes les maladies infectieuses ne sont pas candidats à l'ARN messager. Donc c'est très important d'avoir cette plateforme qui va nous permettre d'accélérer sur certaines cibles, mais c'est aussi important d'avoir accès à d'autres plateformes. Et Sanofi est présent sur l'ARN messager par l'accord qu'il a signé il y a quelques années avec Translate Bio, mais bien entendu, il a aussi accès à d'autres plateformes. Sur la forme galénique, je prendrai un exemple qui n'a rien à voir avec le Covid. Sanofi Pasteur n'a pas été la première société de vaccins à développer une combinaison pédiatrique hexavalente qu'utilisent nos médecins généralistes pour vacciner tous nos bébés entre 0 et 18 mois. Mais on est leader maintenant parce qu'on a su prendre en compte les besoins de nos patients et de nos professionnels de santé, de pouvoir leur fournir un vaccin prêt à l'emploi en seringue, liquide, sans geste de reconstitution. Donc, et enfin, je reviendrai sur le côté industrialisation. On a décidé en 2020, donc c'est une décision qui précédait la crise, d'investir dans un nouveau modèle industriel beaucoup plus flexible. Et nous avons un investissement majeur à Neuville-sur-Saône, au nord de Lyon, sur une unité digitalisée très flexible qui pourra nous permettre justement de produire en parallèle différentes plateformes. Et si le besoin en est, pour répondre à une pandémie, de tout refocaliser sur une plateforme dans des questions de semaines ou de quelques mois et pas d'années comme on a pu voir actuellement. Donc, moi, je suis très confiant sur les capacités de Sanofi et sur sa capacité aussi à capitaliser sur l'excellence française dans ces différents domaines, puisque le vaccin pédiatrique que je parlais est produit à Marcy-l'Étoile. Le nouveau type d'usine sera fait à Neuville-sur-Saône et on pourra revenir un peu plus tard sur les types de collaboration qu'on met en place avec l'écosystème français, qui pour nous est un écosystème clé. Merci. Alors, on a fait donc une définition de ce qu'est un pays qui compte. On a vu 2 exemples avec vous, Sébastien Michel et Paul-Alain Dollinger pour Sanofi et Viatris. Une question pour vous, Philippe Archinard. De votre point de vue, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ces dernières années en France et qui explique justement que l'industrie de la santé française a perdu son statut de leader? Parce que là, on a vu donc qu'est-ce qu'est un pays qui compte, des exemples qui vont vers l'avant, mais au-delà de ça, il y a un constat quand même, ce fameux déclassement, cette dégringolade française. Pourquoi ?
Oui, il n'y a pas une réponse simple à cette question, mais d'abord juste peut-être je trouve que c'est assez ironique que finalement on ait ce débat à propos de la crise des vaccins, alors que s'il y a un domaine pharmaceutique dans lequel la France est encore très très présente grâce à Sanofi Pasteur, c'est celui des vaccins. Et le problème est bien plus aigu et bien plus critique si on parle des anticorps monoclonaux ou d'autres classes thérapeutiques où là, la France est totalement absente. Alors, la raison de ce déclassement qui est objectif, elle est en partie liée parce qu'effectivement, pendant des années, on n'a pas considéré la santé comme une industrie, vraiment. On n'a pas pris en compte toute cette chaîne de développement jusqu'à la production et on parlait du coût des médicaments comme pratiquement seule variable d'ajustement du déficit de la sécurité sociale sans se rendre compte des répercussions que ça pouvait avoir en amont. Et il faut bien comprendre qu'effectivement, à cause de la problématique du prix de référence du pays source, moins un médicament est remboursé dans un pays, moins on est capable d'exporter à partir de ce pays, parce qu'effectivement, ce prix bas stigmatise le développement. Et donc, d'ailleurs, très récemment, la CEPS a signé un accord avec le LEM où on a vu qu'en France, on avait enfin pris en compte cette problématique. On pourra y revenir après. Qui effectivement lié la capacité de bioproduire en France et le prix de remboursement. Mais sinon, je pense qu'effectivement, globalement, il faut voir ça comme un système, le manque de cohérence d'un système, parce que qui dit bioproduction dit forcément développement en amont des procédés de fabrication, des techniques de contrôle. S'il y a un domaine dans lequel la recherche doit être fortement à proximité des lieux de production, c'est bien les bioproduits. Or, comme je disais tout à l'heure, à part dans quelques grands groupes, dans l'écosystème des biotech qui est le pourvoyeur de ces nouvelles molécules, en France, c'est vrai, mais c'est aussi vrai en partie en Europe, n'a pas la capacité de financement pour développer ces innovations suffisamment longtemps, ce qui fait qu'effectivement, elles sont cédées à des tiers, très souvent aux États-Unis, bien avant que les premiers lots cliniques soient même produits. Et si on ne fait pas les bioproductions des lots cliniques en France, on ne fera jamais la production commerciale. Donc il y a une problématique globale d'industrialisation. On a les talents, on a les chercheurs, on a effectivement beaucoup d'incentives en France pour financer l'amorçage et pour financer les premiers tours, la création, mais on a trop peu de financement pour financer le développement et l'ancrage sur le territoire de cette valeur ajoutée, parce que le gros de la valeur ajoutée, il est fait in fine quand on produit pour les phases commerciales et pas pendant les phases de recherche. On perd aussi du terrain en développement clinique, et si on n'a pas d'études cliniques en France, parce que la NSM est à réformer. Les études cliniques, c'est avant tout la démonstration de la qualité et du bénéfice d'un produit, mais c'est aussi du pré-marketing, c'est-à-dire qu'effectivement les sociétés pharmaceutiques utilisent les essais cliniques pour commencer à établir une notoriété et un réseau de leaders d'opinion, etc., etc. Et on a perdu aussi beaucoup de terrain dans le classement en termes du nombre d'études cliniques réalisées. Donc il y a tout un continuum de choses qu'il faut mettre en cohérence. Je pense que l'État, le LEM, France Biotech fait un très très bon boulot à ce titre-là. Je pense que nos gouvernants prennent conscience de cette problématique d'ensemble, cette vision cohérente, et on peut espérer qu'effectivement les choses s'améliorent dans le futur. Mais il est un fait qu'aujourd'hui nous sommes absents de quasi l'intégralité des bioproduits hors les vaccins. Peut-être un point très rapide sur la partie bioproduction, parce que nous sommes partenaires avec Biomérieux sur un projet Campus Biotech Digital qui embarque aussi des académiques, qui a le soutien aussi du gouvernement et qui a pour objectif, avec des outils virtuels pour faciliter justement cet enseignement, à la fois pour les acteurs de la filière qui veulent se former, mais aussi pour les étudiants et les futurs acteurs de cette filière, de pouvoir se former sur les sujets de bioproduction. Donc il y a des initiatives, on va dire, de rattrapage clés sur lesquelles nous collaborons avec les académiques et le gouvernement. Alors, quand on parle de bioproduction et de l'écosystème des biotech, Franck Mouton, je vous passe la parole. Vous êtes président de France Biotech, une association qui fédère les entrepreneurs de l'innovation en santé et leurs partenaires.
Donc les innovations en santé, c'est ce qui va garantir notre compétitivité dans les années à venir. Et elles viennent pour 3/4 d'entre elles des biotech. Comment va-t-on réussir à les faire émerger en France? Comment réussir à assurer ce fameux continuum dont vous parlez entre la recherche, le développement, la production et la commercialisation en France? Alors, c'est difficile de parler après tout ça parce que je pense que beaucoup de choses ont pu déjà être présentées. Je pense qu'il y a 3 leviers principaux aujourd'hui à actionner. On a donc environ 2000 entreprises en France dans le domaine de l'innovation santé. Vous avez environ un peu plus d'1 millier de sociétés qui font des dispositifs médicaux. Vous avez environ 800 biotech avec dans toutes les dimensions, biomédicaments, petites molécules, dans un certain nombre d'indications, la cancéro étant évidemment, comme toujours, en premier dans les indications qui sont retenues dans les développements, et le reste en e-santé, avec une très forte croissance justement sur la santé digitale. Un des sujets, c'est, Jacques l'a dit, sur le fait qu'on a une excellente recherche en France, en recherche biomédicale. Il s'avère qu'une grande majorité des entreprises qui se créent en France, on en crée 60 environ par an, dans le domaine de l'innovation santé, sont issus de la sphère académique et souvent ce sont des chercheurs ou des cliniciens qui créent ces entreprises. J'en suis le pur exemple. Et ça, c'est un problème sur justement la capacité à conduire des programmes qui sont des programmes industriels. Donc il y a un premier levier, il faut reconnaître là-dessus notre faiblesse, qui est justement la capacité à attirer des talents industriels dans nos entreprises le plus tôt possible pour conduire des programmes qui sont vraiment d'ambition industrielle. Donc ça, c'est un premier aspect. On travaille beaucoup là-dessus avec le LEM et avec les industriels pour justement créer des passerelles, comme on peut en voir à Boston, où les gens sautent d'une biotech à la pharma en revenant dans les biotech, etc. Et ça, en France, malheureusement, on a beaucoup de mal à le faire. Donc ça, c'est un premier point pour que nos entreprises aient des ambitions fortes et des capacités d'exécution dignes de ce que les standards industriels exigent, puisque Philippe l'a dit, nos partenaires privilégiés sont les industriels à terme, donc il faut qu'on leur apporte des plans de développement et des données sur nos produits qui sont compatibles avec leurs exigences. Donc ça, c'est le premier levier. Et alors, comment on l'actionne, ce levier? Comment on améliore cette porosité entre ces différents domaines? On va déjà démarrer par, on va essayer de faire ça de façon très simple avec du mécénat de compétences, c'est-à-dire un petit peu dans l'esprit Google où les gens dans l'industrie pharmaceutique pourraient se libérer 2-3 jours par mois et venir dans nos biotech. On travaille avec Sanofi d'ailleurs là-dessus, sur ces aspects spécifiques, pour accompagner les plus jeunes entrepreneurs, les primo-entrepreneurs qui sont justement issus de la sphère académique et qui ont besoin, dans leur réflexion stratégique, d'avoir des compétences industrielles très tôt. Le deuxième levier, Philippe l'a indiqué, c'est les financements dits late stage, c'est-à-dire qu'on arrive en France à financer plutôt bien les premières étapes, que ce soit à travers l'ANR, à travers la BPI, à travers les fonds d'amorçage. En revanche, dès qu'on passe un certain stade, c'est-à-dire on va dire phase 2, phase 3, pré-commercialisation, là on manque de financement. Donc là-dessus, il y a un dispositif qui aujourd'hui mérite d'être amplifié, soutenu, qui est le dispositif de Philippe Tibi, qui consiste justement à travers un certain nombre de financeurs assurantiels et parapublics à financer tous les aspects technologiques late stage. Il a labellisé 33 fonds justement pour financer des étapes structurantes de ces entreprises. Je dis structurantes, ça veut dire que les tickets moyens pour investir d'investissement dans ces sociétés sont entre 20, 50, 100 millions par société. Donc on voit que c'est des montants qui sont très significatifs et c'est les montants qui sont nécessaires justement pour passer ces étapes. Sur ces 33 fonds, il y en a 9 dans la santé. Donc on attend avec impatience que ces 9 fonds exercent leur financement auprès de l'écosystème français. Et ils n'ont pas la contrainte de la France uniquement, mais en tout cas on espère beaucoup qu'ils vont venir sur le territoire français. Et le dernier levier à mes yeux, donc côté réputation, je dirais qu'on n'a pas le souci de la pharma. On a nous au contraire l'énorme avantage d'être considérés comme des innovateurs. Il y a eu des enquêtes justement sur l'opinion publique, comment les innovateurs dans le domaine de la santé étaient perçus. Il y a eu une excellente perception. D'ailleurs, je crois que c'est près de 80% des parents souhaiteraient que leurs enfants travaillent dans les biotech. Donc on a plutôt cet avantage-là. Le troisième levier pour moi est celui que Jacques indiquait, c'est-à-dire la co-construction avec les autorités de santé.
Aujourd'hui, il y a cette dynamique entrepreneuriale dont on a parlé, très forte. Donc ça veut dire que côté ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et côté Bercy, c'est plutôt encouragé. En revanche, il y a un fossé avec le ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'on a un désalignement aujourd'hui entre cette dynamique et la capacité du système de soins à appréhender les innovations que nous sommes en train de développer. Et donc on appelle aujourd'hui, nous, et ça fait partie des travaux de France Biotech, et c'est à l'ordre du jour du CSIS aujourd'hui, sur la création d'un catalyseur. Alors ça peut s'appeler l'agence de l'innovation santé, ça peut s'appeler autre chose, mais en tout cas quelque chose qui réaligne cette dynamique entrepreneuriale avec la capacité du système de soins à l'accompagner. Ce que Jacques disait est très vrai, c'est-à-dire que quand les autorités de santé, puisque les innovations apportent forcément une rupture aussi dans l'évaluation, dans la capacité du régulateur à se poser la question comment on va protéger le citoyen, donc il y a toujours cette co-construction en fonction des innovations qui arrivent. Et ça manque beaucoup en France. Et donc il y a une vraie carte à jouer là-dessus. La data en santé peut être un excellent outil justement dans différentes dimensions. Un, que le système de soins exprime ses besoins. Ça permet au moins de choisir quels seraient nos combats à mener si on doit en mener un certain nombre. Et d'autre part, d'accompagner ces innovations et les accompagner avec des avis engageants. Si vous allez de l'autre côté de l'Atlantique, pourquoi les biotech vont de l'autre côté de l'Atlantique faire leur développement ? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'effectivement, il y a un marché qui est très soutenu là-bas, donc on a généralement en valeur et en volume un facteur 3 par rapport à l'Europe. Et d'autre part, parce que les autorités réglementaires vous apportent des informations qui sont engageantes. C'est-à-dire que le régulateur vous dit, voilà, si vous venez avec tel produit, voilà la liste des courses que vous devez amener pour passer d'une étape A à une étape B. Et ça, vis-à-vis des financeurs privés, ça réduit l'asymétrie d'information et ça permet aux investisseurs de venir financer ces programmes-là. C'est pour ça qu'on va chercher, nous et nos investisseurs, quand ils rentrent dans nos sociétés pour dire où vous en êtes, est-ce que vous avez commencé un développement de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que les autorités de santé se sont positionnées par rapport à votre développement. Et ça, c'est des informations qui sont clés pour que les investisseurs privés reviennent dans nos sociétés. Donc il faut que la France joue cette carte-là, c'est-à-dire que le système de santé, le régulateur, l'évaluateur et le payeur participent au chemin de création de valeur à travers des avis engageants, à travers de la co-consultation, de la co-construction justement, des méthodes d'évaluation. Si on prend les maladies rares par exemple, c'est de dire quand on crée des cohortes, on en crée beaucoup en France, eh bien c'est que les données qu'on génère à travers ces cohortes soient co-construites avec le système de santé pour pouvoir à la fin pouvoir évaluer nos produits face à des choses qui sont déjà co-construites avec le système de santé, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Merci. Jacques Biot, justement, je voulais vous faire réagir par rapport à la thématique de la recherche déjà. Un des premiers points abordés ensemble, on a vu il y a la recherche, le financement, l'accompagnement. D'un point de vue de la recherche, quel est l'état de la recherche aujourd'hui en France et est-ce qu'il va nous permettre de faire émerger de l'innovation ? Parce qu'avant l'innovation, il faut déjà cette recherche. Oui, je crois que notre recherche, une fois encore, elle est puissante. La France est très fière parce qu'elle a des prix Nobel. Très souvent, les prix Nobel français, ils ont fait leurs travaux à l'étranger. Donc, c'est quand même important de faire en sorte que les meilleurs chercheurs aient envie de rester en France. Et ça, c'est tout à fait possible. Une fois encore, la réforme de l'université que j'ai évoquée avec la création des IDEX, des universités d'excellence, est quelque chose qui contribue à ça. On a des instituts de recherche qui fonctionnent très bien. Il faut certainement libérer un petit peu les choses, autoriser davantage les chercheurs à faire des allers-retours avec l'industrie, à coopérer avec des universités internationales. Enfin bon, donc il y a tout un... Si vous voulez, il y a deux éléments de la sagesse populaire contre lesquels il faut aller, je crois, en matière de souveraineté. Premier élément, c'est l'idée que la souveraineté rime avec fermeture. Et typiquement, par exemple, Israël est un pays qui compte aujourd'hui en matière de politique vaccinale. Israël n'a pas encore de fabricants de vaccins. Donc, vous voyez, ils ont une industrie des biotech qui est très forte, mais ils ont une industrie du capital risque qui est forte, mais ils n'avaient pas d'industrie du vaccin. Néanmoins, tout le monde dit chapeau bas Israël parce qu'ils ont eu une politique d'achat public anticipée avec une vraie vision stratégique et qu'ils ont su faire l'acquisition du produit. Donc, premier élément de sagesse populaire, c'est vrai, je veux dire, la souveraineté, elle n'est pas liée au fait qu'on se ferme, elle est liée au fait qu'on sait acheter et qu'on maintient une sorte d'émulation entre acheteurs. Ce qu'on a mis en relief dans le rapport au Premier ministre, c'est que les problèmes de pénurie, ce n'est pas lié à l'implantation des usines qui tombent en panne. C'est lié au fait qu'il y a un monopole sur une étape. Et donc, le monopole, c'est ce qui doit être poursuivi. Bon, donc ça, c'est vraiment une des problématiques. Même chose dans les télécoms, même chose dans tous les domaines.
chaque fois que vous réduisez la concurrence, et ça a été très bien dit par Philippe Aghion et Elie Cohen récemment, chaque fois que vous réduisez la concurrence, eh bien vous vous exposez à un risque de perte de souveraineté. Bon, ça c'est vraiment un point très important. Et donc voilà. Alors, notre recherche, elle a tout à fait la capacité à devenir extrêmement brillante. Il faut qu'on laisse les chercheurs travailler avec des institutions étrangères le cas échéant, il faut qu'on les laisse travailler avec l'industrie, et puis il faut qu'on sache les récompenser quand on cesse de dire que quand il y a une invention qui est brevetée, elle doit être, que le brevet doit être annulé, parce que tout ça, ça conduit effectivement les scientifiques et les innovateurs à dire, au fond, la France n'aime pas sa recherche, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, je pense qu'on a tout à fait une capacité à redresser les choses. Philippe Archinard, vous vouliez rebondir sur cette... Oui, enfin, pour aller dans le même sens, je dirais, quand on regarde un peu la France par rapport à l'Europe, on a plutôt un excédent d'entrepreneuriat, c'est-à-dire on a plutôt une création d'entreprises qui va bien au-delà de ce que font les autres pays européens. On peut peut-être même se demander si on ne doit pas être un peu plus pertinent ou challenging, pour employer du franglais, dans cette étape de création. Peut-être créer mieux et créer un peu moins. Donc c'est pas là qu'est le déficit. Et on a effectivement en France, quand on parle de la recherche académique, elle est assez hétérogène. Et ce qui marche très bien, et bon, moi j'ai travaillé en Belgique, j'ai vu l'impact que ça peut avoir, c'est quand même la création d'instituts dédiés sur un certain nombre de thématiques. En France, vous aviez Jean-Yves Blé, on a les centres anticancéreux, on a Curie, on a l'IGR, on a l'Institut de la Vision, on a l'Institut de cerveau et de la moelle. Ces instituts sont ultra performants et contribuent énormément à l'essaimage. Peut-être que le reste de la recherche académique, à ce niveau-là, est un peu moins efficient. Et quel doit être le rapport justement entre la recherche académique et les big pharma, et entre les big pharma et les biotech? Alors, je souhaiterais rebondir sur ce que j'avais dit en introduction et ce qui a été dit ici pour parler aussi de la situation européenne et française. Je pense que je mentionne en introduction qu'il y a une vraie prise de conscience. Et quand l'Europe lance un BARDA européen dénommé ERA, qui sera l'autorité de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et qui devrait être validé d'ici septembre de cette année, on voit cette prise de conscience et on voit typiquement la prise de conscience que ce type de risque doit être mutualisé au niveau européen et que les États seuls, au niveau européen, n'auront peut-être pas la capacité justement de pouvoir se préparer. Au niveau France, la prise de conscience, elle prend différentes formes. On a vu dans les plans France Relance ou dans le PIA 4 des fonds réservés à des filières comme la filière bioproduction. On a vu en début d'année le président et le gouvernement prendre l'initiative de lancer un PIIEC, c'est un projet important d'intérêt européen commun, qui est vertueux à plusieurs titres, parce que c'est un projet qui est sur un mécanisme qui doit permettre à l'Europe d'autoriser les gouvernements, les fonds restent dans les pays, d'autoriser les gouvernements à pouvoir mieux soutenir certaines filières. Et quand la France décide de lancer un PIEC ou IPK en anglais dans le domaine de la santé et probablement, et on verra ce qui se passera en mai, en train de rallier certains autres pays, elle le fait sur une base qui donne la priorité d'abord à la recherche, développement et innovation. C'est-à-dire que c'est des projets qui doivent avoir une composante recherche, développement, innovation très importante et qui doit aussi être sur un mode collaboratif. Alors pas uniquement franco-français, il peut être à l'échelle de l'Europe. Et donc je pense que ces éléments-là nous rendent optimistes sur les actions prises dans le cadre de cette prise de conscience. Et on espère se prolongeront justement sur le maintien d'un dialogue entre acteurs du privé, du public et de tous les acteurs de la filière, d'un dialogue d'un niveau plus stratégique qui nous permettra de faire des choix ensemble au niveau européen ou au niveau national.
Sébastien Michel. Oui, pour rebondir moi sur la notion de souveraineté qu'on évoquait tout à l'heure et qui est très juste et attention parce qu'en France on est souvent coutumier du phénomène de balancier, c'est-à-dire qu'on passe d'un extrême à l'autre et je crois qu'on a aussi un outil industriel puissant en France aujourd'hui sur les médicaments matures et je l'évoquais tout à l'heure, la crise qu'on traverse. C'est un révélateur assez extraordinaire parce que d'un côté, on doit mobiliser toujours plus de moyens pour de la recherche, pour de l'innovation, pour aller chercher des vaccins, des nouvelles thérapies potentiellement. Et de l'autre, qu'est-ce qui permet de prendre en charge les patients au quotidien? Ce sont les médicaments matures, avec l'exemple que j'évoquais tout à l'heure. Et je vois le groupe qui est le mien, Viatris. Nous avons 3 sites industriels en France, avec des savoir-faire ancrés dans des territoires, parce que c'est l'une des spécificités aussi de notre industrie. C'est que contrairement au bassin minier où tout était concentré sur un secteur très particulier, ce qui fait notre force, c'est qu'on est un petit peu partout sur le territoire. Nous avons 2 sites sur la grande région lyonnaise, nous en avons du côté de Bordeaux, et c'est extrêmement intéressant parce que par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, ces savoir-faire qui sont locaux, on a besoin de capitaliser dessus parce que demain, on ne pourra pas traiter les patients français uniquement avec de l'innovation. Et donc, il faut aussi être capable de conforter ces sites industriels où on produit des médicaments matures. Et avec un sujet que vous évoquiez très bien tout à l'heure, Monsieur Biot, c'est le sujet du prix aussi. Et on voit bien que l'accord cadre, de ce point de vue-là, qui vient d'être adopté, offre quelques perspectives. On parle pour la première fois de pouvoir travailler sur une augmentation de prix en fonction de critères de lieux de fabrication. Et ça va dans le bon sens parce que attention à ces médicaments qui paraissent ne coûter pas grand-chose, mais on peut vite se retrouver en fragilité en termes de souveraineté si on perd la production de ces médicaments-là. Donc je crois que vraiment, on a parfois coutume d'opposer innovation, produits matures. Je crois que les deux font partie d'un même tout et que les patients français ont besoin de l'ensemble de la pharmacopée. Alors vous êtes plus... Oui, Jacques. Oui, non, dans la mission, ce qui nous avait frappé, c'est qu'au fond, il y a des industriels en France encore, dans le domaine de la chimie fine, dans le domaine de la répartition du conditionnement, qui sont extrêmement à la fois innovants et qui ont envie de développer leur business. Et que ce qui leur manque très souvent, c'est la visibilité sur ce que seront les conditions économiques. Et ça, je voudrais ajouter une deuxième chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est très important aussi, c'est une politique d'achat public, que ce soit pour les entreprises qui font des produits matures ou pour les entreprises de biotech. Ce qui est important, on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent en France ou en Europe, mais en fait, il y a de l'argent. Le problème, c'est que pour un entrepreneur, le bon argent, il y a 2 façons de mettre de l'argent dans une entreprise. Soit on la met dans le bilan, dans le bilan, soit on la met dans le compte d'exploitation. Bon, dans le bilan, elle y est une fois, et puis voilà, et puis après, il faut vivre avec. Et le bon argent pour un entrepreneur, c'est celui qui vient dans la ligne du haut du compte d'exploitation. Et donc, la question du prix, de la politique d'achat public pour les innovateurs est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que le fait d'avoir un acheteur public qui réfléchit, qui accepte, une fois encore, si on revient à la comparaison tout à l'heure avec Israël, c'est un acheteur public avisé qui effectivement a dit, moi, je suis prêt à payer. Même chose, si vous voulez, je suis prêt à avoir plusieurs fournisseurs parce que c'est important, même s'il y en a qui est un peu plus cher, ou même s'il y en a un sur lequel j'ai telle ou telle réticence, mais toujours avoir un acheteur qui réfléchit à ce que sera, j'allais dire, le coup d'après en termes de fourniture. Est-ce que je suis avec des fournisseurs qui vont être capables de me fournir des choses, des produits de qualité? Et ça, je crois que le renforcement de la politique d'achat public, c'est quelque chose de très important pour la souveraineté. Elle est largement là, aussi bien pour les produits matures que pour les produits innovants. C'est très vrai dans cette crise du vaccin. On s'aperçoit que les capacités de production européennes sont largement équivalentes, si je ne me trompe pas, aux capacités américaines. Ce qui a fait la différence pour Israël, l'Angleterre, les États-Unis, c'est la capacité d'acheter vite. Israël a donné accès de manière anonymisée mais aux données de santé, c'est-à-dire a accepté que les données de santé issues de la vaccination de sa population puissent être accessibles pour en tirer des leçons, voir des effets secondaires, etc. etc. Bon, en France, en Europe, on a ce principe de précaution qui est poussé à l'extrême, on a un certain nombre de choses et surtout on tergiverse.
On discute, on cherche à faire porter la responsabilité de possibles effets secondaires sur les industriels plutôt que d'assumer cette responsabilité au niveau de l'État. Chose que n'ont pas fait les Anglais, n'ont pas fait les Israéliens, n'ont pas fait les Américains. Donc, et finalement, comme vous le dites, de manière ironique, c'est pas les pays qui produisent pour lesquels on considère qu'ils ont bien géré la crise, c'est ceux qui ont bien acheté. Qui ont bien acheté et qui ont fait preuve, je trouve, il y a une notion qui est frappante dans la crise qu'on a traversée, c'est la responsabilité individuelle. La capacité à prendre des décisions et à les assumer et à gagner en rapidité. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui, parfois en France, nous fait un petit peu défaut, où de plus en plus, on a une culture un petit peu du parapluie, c'est ceinture, bretelles, on se protège vis-à-vis de normes, de process, et on n'a plus forcément cet état d'esprit qui permet de parfois aller au-delà de tout ça pour trouver des solutions rapides. Et l'exemple d'Israël, de ce point de vue-là, est assez éloquent, je trouve. Donc c'est quoi? C'est aussi une part d'audace qui manque en France pour J'étais arrivé à l'école polytechnique en disant à mes élèves qu'il fallait avoir la chutzpah. Bon, ils n'avaient pas tous compris, mais oui, il faut l'audace. Il faut l'audace de pas forcément faire ce qui est conventionnel et de regarder à l'extérieur. Et donc oui, l'audace, c'est un très joli mot. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre, justement, une leçon qu'on peut tirer du modèle américain, de la façon dont il a géré justement les investissements, la campagne vaccinale, etc. Il n'y a pas que le modèle américain, il y a d'autres modèles qui fonctionnent bien aussi. Je crois que, bon, effectivement, ça a été dit, je crois, précédemment par Pascal Boniface, je crois. Il y a le côté quand même discipline de la collectivité et le fait que tout le monde adhère à une vision commune. Donc je pense que ça, c'est important. En Europe, on doit aussi clarifier le rôle des États versus le rôle de l'Europe, puisque finalement, in fine, c'est l'Europe qui s'est chargée de faire ce procurement, de gérer cet accès, alors qu'elle n'avait pas un mandat initialement aussi clair là-dessus. Donc déjà, clarifier ce que doit faire l'Europe de ce qui reste au niveau des nations. Et ensuite, effectivement, dans cet acte d'achat public, adopter des méthodes plus audacieuses, parce qu'effectivement, le risque, le temps perdu, quand on a des capacités qui sont limitées, bon, bah, c'est effectivement un décalage dans l'accès. C'est mathématique. Juste, je pense qu'une partie de l'audace est là, et vous l'avez mentionné. Beaucoup d'entrepreneuriat en France. Si on regarde le nombre de dépôts de brevets en France l'année passée, dans le domaine de la santé, c'est près de 20% d'augmentation du nombre de brevets. Et la France reste le deuxième pays en termes de brevets derrière l'Allemagne. Mais donc il y a des éléments. Le point que je voudrais rajouter à ça, c'est le collectif, le collaboratif. Et ça a été mentionné déjà dans cette table ronde et dans d'autres tables rondes. Et je pense qu'il est essentiel de ne pas opposer, en tout cas pour nous, de ne pas opposer innovation interne versus innovation externe. Je vais prendre l'exemple dans l'oncologie. Nous avons à Vitry une équipe R&D qui a en cours de développement d'une petite molécule pour le cancer du sein qui est en phase 3, qui est très prometteuse. C'est un programme interne. Mais à côté de ça, la semaine dernière, nous avons annoncé, en partenariat d'ailleurs avec l'école polytechnique, l'université Paris-Saclay et Gustave Roussy, la mise en place d'un biocluster oncologie. Et l'idée est de ne pas faire ou en interne ou en externe. L'idée est de faire mieux ensemble. Et sur ce domaine oncologique, qui est une des 4 aires thérapeutiques stratégiques pour Sanofi, on fait le choix d'établir ce biocluster en France. Travailler ensemble, c'est justement ce dont vous nous parliez tout à l'heure pour France Biotech, le côté aussi porosité et puis accompagnement avec les institutions, les big pharma, des biotech. C'est indispensable. Enfin, on ne peut que travailler dans ces circonstances-là. La plupart des développements sont immédiatement internationaux, donc on a besoin de s'adosser aux big pharma pour le reste de nos développements, pour la commercialisation. Donc ça, c'est de toute façon un schéma relativement classique. Je pense qu'on parlait du BARDA tout à l'heure et de l'ERA.
Je pense que la France peut se doter d'un outil de cette nature-là, forcément qui n'aura pas la puissance européenne, mais la précommande publique, puisque c'est ça, c'est pas que de la, il y a de la commande publique, mais il y a aussi de la précommande publique qui permet de sécuriser les développements. Et ça, aujourd'hui, ça pourrait être un outil extrêmement puissant à partir du moment où on sait que la question est posée. Je voulais quand même parler d'une étape qui est en train de se finaliser avec le ministère de la Santé sur la réforme de l'accès précoce. Et pour moi, c'est une certaine forme de précommande publique, puisque ça permet aux entreprises qui développent des produits qui répondent à des besoins de santé publique forts, de pouvoir bénéficier d'un chiffre d'affaires précocement dès la phase 2. Donc, et donc cette réforme-là va être en place normalement en juillet. Est-ce que vous pouvez nous la réexpliquer, du coup, cette réforme, concrètement, qu'est-ce qui... En fait, donc c'est ce qu'on appelait historiquement les autorisations temporaires d'utilisation des médicaments, c'est-à-dire que l'entreprise peut, pendant le développement, commencer à générer un chiffre d'affaires en le mettant à disposition du service de santé, du système de santé, et le système de santé prend en charge l'utilisation. Ça peut être nominativement prescrit par un médecin ou sur une cohorte complète de patients pour lesquels il y a effectivement un enjeu fort de santé. Et que cette réforme aujourd'hui permet d'avoir d'abord des dispositions qui sont encore plus précoces que ce qui était avant, et d'autre part une continuité complète qui va de ces étapes-là jusqu'à l'évaluation et jusqu'à la mise sur le marché. Donc pour que ça ne s'échappe pas alors en fait. Enfin, la question n'est pas que ça s'échappe pas, c'est que ça puisse en bénéficier sur le territoire et qu'on continue à faire nos essais cliniques ici, parce que ça sous-entend aussi de faire les essais cliniques ici, de continuer à les donner aux patients de façon précoce dès la phase 2. Et donc là, ça c'est quelque chose qui est en route, et pour moi ça correspond quelque part à cette philosophie du BARDA, c'est-à-dire de la précommande publique, et à permettre aux entrepreneurs de pouvoir générer précocement du chiffre d'affaires, alors même que le développement n'est pas terminé, alors même que l'autorisation de mise sur le marché n'est pas encore obtenue. Donc là, on attend avec impatience la mise en œuvre de cette réforme qui devrait donner un certain nombre de leviers sur ces aspects-là. Donc là, ça va au-delà justement du principe de parapluie qu'on a peut-être un peu trop en France. Alors. Exactement. Ça va. Je trouve qu'il y a de l'audace aujourd'hui. Quand on voit Thibaut Zaccherini dans le cabinet d'Olivier Véran et qu'on voit les discussions qu'on peut avoir avec lui, ça retourne la table, clairement. Et est-ce que cette audace, elle vient de la crise sanitaire, justement, ou est-ce que c'était déjà en cours avant, ou est-ce que vraiment ça a pu bousculer un peu Jacques a eu la commande de son rapport avant la crise. Nous, on a échangé bien avant la crise sur ces problématiques, justement, de continuité entre l'innovation, les phases précoces de R&D et comment le système de santé peut intervenir pour sécuriser nos développements et faire en sorte qu'on continue à les faire en France plutôt qu'ailleurs. En tout cas, qu'on n'abandonne pas la France, qu'on les fasse ailleurs certes, mais que la France fasse partie de la géographie de nos essais. Ça, c'était quelque chose qui, fin 2019, c'était en cours. Est-ce qu'on peut également revenir sur l'accord cadre, justement, parce que c'est tout récent, ça date du mois de mars, et là c'est vraiment des mesures qui encouragent l'investissement dans des sociétés pharmaceutiques en fait. Ça révise, je crois, certaines règles de fixation de régulation des prix, ça permet le raccourcissement des délais de mise sur le marché de certains médicaments, stabiliser les prix nets pendant les 5 premières années des médicaments innovants, le prix facial européen élevé pour des médicaments qui représentent un réel progrès, un progrès médical majeur à avancer, et tout ça en gardant donc les principales étapes de fabrication en France. Donc là, c'est quand même une démarche qui est, on va de l'avant là, vraiment, on prend les choses en main. Ah oui, c'est fondamental. C'est un point qu'on avait souvent parlé avec Franck. C'est un point clé. La France était pénalisée par le fait qu'effectivement le prix facial du médicament en France était trop bas, et avec une imprévisibilité sur son évolution dans le temps, etc. Donc tout ce qui peut contribuer à donner de la visibilité, parce qu'on est sur des métiers longs et les décisions de bioproduction, c'est des investissements sur 20-30 ans. Tout ce qui peut donner de la prévisibilité et effectivement un niveau de prix qui pourra être utilisé après par rapport à l'exportation, tout ça va dans le très bon sens. Effectivement,
comme le disait Franck, je pense que nos gouvernants ont enfin pris la mesure d'un certain nombre de choses. Et tout ce qui arrive, on a parlé du plan Prix-Pernès, dans le cadre du PIA4, etc. Toutes ces initiatives me semblent aller dans le bon sens. Et ça aussi, pardon, c'est une initiative récente aussi, qui était déjà dans les tuyaux, en fait. Ouais, enfin, Franck l'a dit, c'est des discussions qui datent maintenant de longs mois, et ça prédate l'épidémie de Covid. Ça sort maintenant. Ça s'accélère quand même. Mais oui, ça s'accélère. L'accord cadre, effectivement, on y travaillait depuis quand même déjà quelques mois, voire quelques années. Mais ce qui est fondamental dans ce que vous disiez, c'est ça, c'est donner de la prévisibilité. Quand on fait le choix d'investir dans un outil industriel, et ce qu'on est en train de traverser vient de nous le prouver, même si effectivement, parfois, dans des temps records, on arrive à développer des vaccins, le temps industriel, c'est quand même un temps long. Et effectivement, on ne change pas la destination d'une ligne de production d'un claquement de doigts. Ça demande du temps et ça demande du coup de la prévisibilité. Et c'est parfois dans le passé ce qui nous a un petit peu fait défaut, c'est qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Sur le plan des conditions économiques, ça a été évoqué. Sur le plan réglementaire, sur le plan législatif. Quand la règle du jeu, elle change en permanence, effectivement, c'est compliqué de se projeter et de faire des investissements. Et là, on sent qu'il y a une prise de conscience depuis quelques années, qu'il y a une volonté d'avancer. Il y a eu déjà plusieurs CSIS et il y en a un, effectivement, qui se réunira cet été. Il y a l'accord cadre. Donc, il y a un certain nombre de signaux qui vont dans le bon sens. Et je crois que la dernière chose, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cette petite révolution, quelque part, culturelle, qui fasse aussi qu'on soit capable de redonner goût à l'industrie aussi. Parce que les métiers industriels en France, à mon sens, ne sont pas encore suffisamment valorisés par rapport à ce qui se passe outre-Rhin, par exemple, où on voit qu'il y a des filières d'excellence autour de l'industrie. En France, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et je crois que c'est aussi l'une des choses sur lesquelles on doit pousser collectivement, c'est de revaloriser ces métiers, cette filière qui est une filière d'excellence, d'innovation, où il y a du savoir-faire et où en plus on crée de la valeur. Parce que c'est ça qui est fondamental. Revaloriser la filière industrielle, mais aussi la filière scientifique tout de même aujourd'hui, Jacques Biot. Oui, je crois qu'il faut, une fois encore, c'est un continuum. On est dans une industrie qui, traditionnellement, même si on a pu faire beaucoup plus vite sur le vaccin, mais traditionnellement a besoin de temps pour développer les produits, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir là maintenant. Et je pense que, si vous voulez, le CEPS, je suis le seul à avoir des cheveux gris autour de cette table, et le CEPS, en fait, c'est un enfant d'un rapport qu'on avait fait en 1989 avec le regretté Jacques d'Angoumeau, qui repose en paix, et vraiment, où on avait... hélas, annoncer un peu le déclin possible de l'industrie française, de l'industrie pharmaceutique française, en même temps prôné pour la constitution d'un groupe comme Sanofi. Et on avait dit il faut vraiment qu'il y ait une vision stratégique. Je crois que c'est très important et on en revient. Il faut que l'acheteur réfléchisse pas seulement à court terme sur ses comptes de l'assurance maladie de l'an prochain, mais aussi sur ce que sera l'industrie future. Et bon, malheureusement, les choses ont un petit peu dérivé, comme dans tous les systèmes un peu bureaucratiques. Et donc là, je crois qu'il faut vraiment former le souhait qu'on revienne vers cette logique du départ, qui était de dire on prend en considération les considérations industrielles, les considérations scientifiques, les considérations un petit peu géopolitiques, parce qu'on ne peut pas se mettre complètement, effectivement, il ne faut jamais être dans la main d'une seule source de production. Donc voilà, c'est ça vraiment la logique qu'il faut essayer de développer. Philippe Archinard. Oui, et puis il y a aussi un sujet dont on parle très très peu, mais qui est tout ce qui est équipementier, c'est-à-dire que toutes ces bioproductions requièrent beaucoup d'instrumentation, comme d'ailleurs dans les labos de recherche. Moi, j'ai un peu moins de cheveux gris que Jacques, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et quand je faisais de la recherche il y a 30 ans, on pouvait équiper de A jusqu'à Z un laboratoire ou un site de bioproduction avec des équipements français. Des réacteurs, des machines. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il n'y a plus un fournisseur. Donc, chaque fois qu'on équipe un laboratoire, chaque fois qu'on équipe une chaîne de production, c'est un chèque qui part à l'étranger. Donc, je pense que en termes de souveraineté, d'autonomie, on a vu par exemple qu'un des facteurs limitants dans la bioproduction des vaccins, c'était même pas effectivement, évidemment, les brevets, mais c'était les poches consommables qui servent aujourd'hui de bioréacteurs. Et il y a quelques fournisseurs, ils sont 2 ou 3, et voilà. Donc pour un bout de plastique, on freine la chaîne de distribution des vaccins. Donc je pense qu'il
aussi une réflexion, je crois que ça faisait partie d'un des points qui avait été soulevé par France Biotech, de réfléchir aussi à recréer ou redévelopper, alors autour de l'innovation, il ne s'agit pas de refaire les cytoculteurs d'hier, mais de redévelopper une chaîne d'équipement pour que effectivement on ait en France aussi des acteurs et qu'on ne soit pas obligé d'acheter systématiquement tous ces équipements à l'étranger. Ça fait beaucoup de chantiers quand même Ça fait beaucoup de chantiers, oui. à investir. Nous sommes arrivés à la fin de cette table ronde. Est-ce que l'un d'entre vous souhaitait ajouter un dernier mot? C'est un sujet qui est très très vaste. On touche aussi bien à la recherche que l'industrie, que la formation, que la commercialisation. Sébastien Michel? Moi, j'aimerais quand même qu'on ait un petit message positif et d'espoir, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de questions, d'interrogations, et c'est inhérent à toutes les crises. Mais je crois qu'il faut aussi voir tout ce qui a bien fonctionné ces derniers mois, sur lesquels on doit capitaliser, j'y reviens. Et quand on s'écoute les uns les autres, je crois qu'il y a des points communs très forts. La collaboration, ça a été dit par tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère, dans un monde, où ce qui fera la différence, ça sera la capacité à collaborer. Au-delà de nos différences, des intérêts parfois divergents, c'est la capacité à collaborer au service des patients, en ce qui nous concerne. Et donc je crois qu'avec cette collaboration, avec la capacité à retrouver un petit peu de souplesse, d'agilité et de confiance dans notre relation avec les autorités, et là encore, on a franchi quelques paliers ces dernières semaines, et bien je crois que franchement, tout est réuni pour que la France demeure et accroisse encore son potentiel pour être un pays qui compte et qui pèse. Parce que, voilà, c'est le général de Gaulle qui le disait, la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle montre la voie. Voilà, je crois que c'est une belle feuille de route pour les années qui viennent. Bon, on ne va pas surenchérir après le général de Gaulle. Ça serait un petit peu trop audacieux pour le coup. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence et pour nous avoir éclairés et nous avoir montré que oui, la France est toujours un pays qui compte, même si le nombre de chantiers à explorer est encore vaste. Merci pour votre présence. Alors, je tiens à vous préciser qu'il semblerait qu'en termes de connexion, de personnes qui se sont connectées pour voir tout ou partie de nos débats, nous serions autour de 14 000 depuis ce matin. Donc, c'est un très beau succès. On voit que c'est un sujet qui mobilise, qui intéresse, qui fédère. Donc, eh bien, espérons que nous serons aussi nombreux cet après-midi. Et bien sûr, ça tient aussi à la qualité des intervenants tels que vous aujourd'hui. Merci pour votre présence à tous.